Voilà, ben écoutez, si vous voulez, Olivier, Anthony, déjà bonjour, bienvenue donc pour cette présentation, pour l'introduction en bourse de votre société, le groupe Berkem, hein. Donc Olivier, PDG de la société, et Anthony, directeur financier de la société. C'est vrai que bientôt, c'est bientôt l'échéance, hein, c'est bientôt l'échéance. Les clients Il peuvent se s'approche. donner jusqu'au 2 décembre, inclus 20 heures pour réserver des titres sur notre site. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on fait, bien évidemment. Le règlement, donc le résultat de l'OPO sera connu le 3, règlement de livraison le 7, et première cotation sur Euronext Growth le 8. Donc encore une fois, Euronext Growth, c'est le marché des ETI, PMI, anciennement appelé Alternet. Bon, je ne suis pas là pour vous faire un petit cours de bourse. Je vais tout de suite laisser la parole soit à Olivier, soit à Anthony. C'est à vous. Et puis moi, bien évidemment, je poserai les questions voilà, des participants, soit Olivier, soit Anthony, si vous, voilà. Eh bien, écoutez, très très bonne formation. Et puis à tout à l'heure, je reprendrai la main pour aller sur le site Bourse Direct et vous montrer comment on réserve ces titres et vous expliquer un petit peu la différence entre les autres A1, A2, un truc un petit peu technique, mais comme ça au moins vous le saurez. Très bien, écoutez, merci de nous donner la parole et de l'attention que vous portez à notre entreprise et de cet événement important hein, dans la vie de la société. Hein. Vous imaginez bien que euh, présenter son entreprise en bourse, ce n'est pas neutre hein, et vraiment, on est très, très heureux de vous présenter notre entreprise et très fiers de le faire. Alors, pour ma part, je m'appelle Olivier Failly. Je suis dans cette entreprise depuis maintenant un grand nombre d'années, enfin, un grand nombre, 23 ans. C'est une société qui a plusieurs métiers. J'ai fondé cette société il y a environ 25 ans. Et pourquoi j'ai créé Berkem? En fait, moi, je ne suis pas un scientifique ni un chimiste. Je suis issu d'une école de commerce et j'avais vraiment envie d'une vie d'entrepreneur et plus particulièrement dans l'industrie. J'ai toujours été un peu curieux de nature et bon, il se trouve que la chimie a été quelque chose d'assez important. Donc en fait aujourd'hui, si vous voulez, il y a pas mal de choses qui sont passées. On a de très très belles opportunités devant nous, avec une belle équipe pour capitaliser sur ces belles choses qui se présentent devant nous. Et aujourd'hui, je suis le seul actionnaire d'entreprise. Donc en fait, euh, il est assez facile pour moi de décider ou pas que d'aller en bourse. Et je suis vraiment très très fier de présenter au nom des 165 collaborateurs de vous présenter le groupe Berkem avec Anthony Labrunias, à qui je vais laisser la parole et qui est notre directeur financier. Merci Olivier, bonjour tout le monde. Donc, je suis Anthony Labrunias. Donc, je suis directeur financier du groupe depuis maintenant 2014. Et alors, moi, je viens de l'univers de la banque, hein. J'ai travaillé en financement structuré puis en fusion-acquisition. Et j'ai rencontré le groupe Berkem en 2009. À l'époque, il faisait une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en tant que banquier, j'ai été un des premiers à investir finalement bien longtemps avant cette opération d'introduction en bourse. On avait investi avec la banque dans laquelle je travaillais au sein du groupe Berkem, qui fasse à l'époque 3 acquisitions. Et aujourd'hui, le groupe Berkem fait plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci Anthony. Donc en fait, on a une vidéo qu'on laissera, je pense, accessible aux internautes pour que vous puissiez bien voir en image nos sites industriels et on en sera tout à fait ravis. Alors, pour revenir et pour venir directement sur qu'est-ce que sont nos métiers, je pense qu'il était quand même nécessaire de prendre le temps en fait de vous expliquer un peu d'où on vient. Nous, on est un industriel de la chimie. On a trois grands types de métiers et trois grands types donc au fond de produits. La première chose, c'est que nous sommes un extracteur de plantes. Alors notre métier en fait, c'est d'acheter des plantes. Nous sommes un acteur important sur le marché de l'extraction des polyphénols. Alors c'est un terme un peu barbare, mais les polyphénols, c'est une famille de produits antioxydants qui sont extraits pour ce qui nous concerne à base de pépins de raisin, d'écorce de pin des Landes et aussi un peu de cacao. Nous réalisons sur le métier d'extraction végétale, donc nous extrayons pas loin de 50 plantes différentes. Hein. Nous réalisons sur cette activité environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des extraits qui sont assez purifiés, que nous vendons essentiellement à l'industrie de l'agroalimentaire, du complément nutritionnel, mais aussi de l'industrie cosmétique. Nous avons un autre métier chez Berkem qui est historique dans cette entreprise. Nous sommes un fabricant de produits de traitement du bois et nous sommes l'un des principaux producteurs de produits de traitement du bois d'origine biosourcée en Europe.
et je vous expliquerai un peu quelle est la part de marché prépondérante qui est la nôtre. Depuis quelques années, nous avons investi dans une activité fort intéressante qui couvre le marché des résines alkyles. Je vous expliquerai dans le détail ce qu'est une résine alkyle. Nous sommes un des seuls acteurs du marché français qui fournit le marché des résines alkyles. Sur ces deux derniers métiers, pardonnez-moi, de solutions de traitement des bois et des résines alkyles, nous réalisons environ un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à ces solutions de traitement du bois et des résines alkyles. On a une histoire et un chiffre d'affaires qui est assez robuste. Hein. On n'a pas de grandes variations. Nous ne sommes pas une biotech ou une start-up. Hein. Voilà quelques années qu'on existe sur le marché. Et c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite préparer cette introduction en bourse, comme vous l'avez tout à fait rappelé. Alors, si on regarde un peu, si vous voulez, la situation qui est la nôtre, et qu'on regarde un peu la photo, très honnêtement, il y a 25 ans, lorsque pour ma part, on s'est retrouvé dans cette industrie, bien franchement, l'industrie des extraits végétaux ou le marché des extraits végétaux, les gens étaient assez dubitatifs globalement sur la qualité des produits. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pour un peu de la poudre de perlimpinpin? Enfin, les choses étaient bien différentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup de chimie verte. Nous, on est un des acteurs de la chimie verte, mais c'est pas nouveau chez nous. Hein. Ça fait belle lurette que nous sommes dans cette industrie-là. Et il se trouve que les choses ont beaucoup changé, tout simplement parce que le consommateur a beaucoup moins de défiance qu'il put avoir à l'égard de la chimie d'origine végétale. Aujourd'hui, on a en gros 87% des consommateurs qui se sentent assez à l'aise lorsqu'on utilise des produits d'origine biosourcée et qui considèrent que l'efficacité de ces produits est du même niveau ou voire du même rang que des produits d'origine de synthèse. Il faut savoir aussi qu'on est dans une situation un peu particulière au début de cette période, c'est qu'en fait, on a une grande paupérisation de substances chimiques disponibles, tout simplement parce qu'en fait, on a une situation un peu délicate ou une attitude un peu raide sur l'homologation de produits d'origine de synthèse. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une grande partie des substances d'origine chimique qui vont être et qui sont en ce moment en train d'être sorties, je dirais, du portfolio des chimistes et qui sont de moins en moins disponibles en termes de capacité à être utilisées dans le cadre de formules cadres. Alors, on pourra parler de l'intérêt ou pas de le faire, ça c'est pas tellement le débat, mais la réalité c'est qu'il y en a quand même un grand trou dans la raquette pour pouvoir couvrir tous les besoins du marché. Alors, nous, notre métier en fait, c'est d'intégrer au quotidien la chimie du végétal, mais nous avons un parti pris qui est le suivant, c'est que nous ne sommes pas une entreprise qui opposons des technologies à une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aujourd'hui, nous travaillons avec des grands chimistes et nous n'avons pas de difficulté à le faire. On pense simplement qu'on a peut-être des possibilités d'intégrer de la chimie verte dans des chaînes de chimie conventionnelles. Et c'est exactement ce qui nous porte, et ce depuis de nombreuses années. Nous avons toujours été un acteur de cette chimie de l'intégration. Il se trouve qu'aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous venons aujourd'hui vous rencontrer. Et c'est aussi pour cette raison que nous sommes motivés à faire cette opération d'introduction en bourse. Alors, nous produisons donc des produits chimiques biosourcés qu'on combine avec des produits de chimie conventionnels qui sont utilisés dans une grande variété de produits qui peuvent être des produits cosmétiques, mais aussi des additifs alimentaires. Nous travaillons évidemment dans l'industrie du bois et nous travaillons bien évidemment dans le marché de la désinfection. C'est un marché qui est excessivement porteur. Alors, quand vous regardez, si vous voulez, notre modèle, il est un peu unique. Hein, il est constitué autour de 3 grands piliers. Le métier de l'extraction végétale qui nous porte depuis les années 75, hein, pour vous dire, c'est pas tout neuf. Hein. Le business de la formulation, où là nous sommes des formulateurs de biocides depuis 1964, hein, donc on a bien progressé là-dessus. Et il se trouve qu'au fil des années, et je vais vous expliquer ce qui nous a amené dans cette aventure, nous avons été en mesure de proposer au marché des produits, ou tout au moins une famille de produits, qui sont d'origine biosourcée et qui intègrent cette chimie d'origine végétale auprès de la chimie conventionnelle. Mais Alors, c'est Olivier, temps de... Mais je vous en prie. excusez-moi, Olivier, juste une petite question. Oui. Excusez-moi de vous couper. Du coup, Jean-Charles se pose la question. Donc, du coup, vous n'avez peu d'impact en fait de la réglementation REACH sur vos produits. Alors, nous, on a peu d'impact sur la réglementation REACH. Alors, Jean-Charles a une question excessivement pertinente et très technique
La réglementation REACH est une réglementation qui a été élaborée après la directive biocide dans laquelle nous évoluons, nous. Hmm. La réglementation REACH est une réglementation dont l'objet est de définir les zones de risque d'un produit de synthèse. Et il se D'accord, trouve que nos produits végétaux peuvent être sous le coup de la réglementation REACH dès lors qu'ils sont transformés et qu'ils sont incorporés dans une chaîne synthétique. d'accord. Voilà. J'ai fait un peu court, hein, mais en gros, Jean-Jacques a raison. Nous avons aujourd'hui 3 produits sous la réglementation REACH Ok, à date, hein. d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, globalement, aujourd'hui, notre situation, elle est laquelle et comment on est arrivé, on en est arrivé là? Je fais ça très simplement. De 93 à 2000, cette société a été, je dirais, un peu bousculée parce qu'il a fallu absolument qu'on investisse massivement pour avoir une usine ou des sites industriels, un site industriel digne de ce nom. Donc là, ça a vraiment été un effort colossal qui a pu être fait par toutes les équipes d'alors, actionnaires et autres. De 2000 à 2010, ces choses ont un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu prendre un peu notre respiration fort de la qualité de notre site industriel qui se trouvait à côté de Bergerac, dans une petite commune qui s'appelle Gardonne. Et durant cette phase numéro 2, on a un peu bloqué comme ça, de 2000 à 2010, eh bien, en fait, on a massivement investi dans de la recherche et développement, mais surtout la création de nos propres marques afin d'assurer un niveau de rentabilité et un niveau de marge qui nous permettent de prévoir un avenir un peu différent que ce que nous avions vécu jusqu'alors. Alors, durant cette période, et j'attire l'attention de nos auditeurs aujourd'hui, eh bien, en fait, il a fallu que j'ouvre mon capital. Ça n'a pas été un drame, hein. Le Crédit Agricole est rentré à mes côtés pour pouvoir nous accompagner dans cet investissement incorporel qui était la création de gamme et aussi de produits nouveaux grâce à notre R&D. Et d'ailleurs, bien leur en a pris et bien nous en a pris aussi que d'intégrer le Crédit Agricole dans cette aventure, puisqu'en fait, nous sommes passés de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 17 en Hmm. 2010. En 2010, il y a quelque chose d'assez incroyable qui vient de se passer, qui est un peu connecté avec la question de Jean-Charles juste à l'instant, c'est qu'on a je dirais, la directive et le règlement européen biocide qui apparaît et on se retrouve avec des fabricants de biocides qui viennent nous voir en disant, écoute, tu sais, tes volumes, ils ne sont pas exceptionnels et finalement, nous, on préfère le monde agricole. Il y a quelques molécules, bon, on va arrêter de les fabriquer pour ton industrie. Alors là, ça a été un peu la panique à bord, hein, je vous le dis franchement. Et on s'est dit, Hmm. mais comment va-t-on faire pour continuer à vivre compte tenu du fait qu'on a un grand nombre d'ingrédients dont nous ne disposons plus, hein. C'est comme si vous alliez voir un pâtissier en lui disant, écoute, tu sais, finalement, la farine pour la pâtisserie, c'est pas vraiment notre truc, ça nous intéresse moyen, on préfère faire du pain. Enfin, ça pourrait être un peu embarrassant. Donc, nous, notre métier, à ce moment-là, on était un peu en panique et on a commencé à se dire, mais comment va-t-on faire pour pouvoir continuer notre aventure? Donc, on a été chercher dans le portfolio des molécules extraits végétales en disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous aider? Et alors là, on a fait vraiment une erreur stratégique énorme. C'est qu'en fait, on a essayé de remplacer produit à produit et on n'a pas réussi. Hmm. Donc en fait, on s'est dit, mais ça ne peut pas marcher. Ce qui s'est par contre passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des groupes de polyphénols ou d'antioxydants qui pouvaient formidablement augmenter l'activité de certains insecticides et de certains antifongiques. Donc, on a commencé à intégrer, si vous voulez, une chimie du biosourcé à côté de ces composés d'origine chimique et sans pour autant que ces produits soient des insecticides ou des antifongiques. Simplement en permettant d'avoir des formulations cadres qui permettent véritablement d'être excessivement actives ou à tout le moins Hmm. moins dosé en biocide. Donc, en fait, ça nous a permis de passer à travers, je dirais, cette période un peu complexe. Et l'énorme avantage que ça a eu, c'est qu'en fait, dès 2014, nos produits étaient fin prêts à être lancés. Nous avons instruit nos dossiers auprès des autorités européennes afin que ces dossiers soient homologués. On va en parler un peu plus avant. Et en 2017, nous avons lancé la totalité de cette gamme de produits contenant un niveau très élevé de produits d'origine biosourcée intérieure, Hmm. avec un très grand succès. Très honnêtement, pour le dirigeant que je suis, la situation est très confortable. Parce qu'en fait, on est dans une situation incroyable, des molécules et des formules qui sont dosées à la juste dose, avec des outils compris dans ces molécules, dans ces formules, qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, on n'a même pas de problématique de brevet ou de choses comme ça. On est exclusif par nos propres productions.
C'était sans compter un événement un peu nouveau qui nous amène aujourd'hui à venir se présenter auprès de vous. C'est que, en fait, nos propres fabricants de biocides nous ont dit, mais finalement, le marché agricole, il n'est pas inintéressant, mais il y a peut-être d'autres marchés qu'on souhaiterait à nouveau réadresser. Et par contre, on aimerait bien que tu nous aides à intégrer cette chimie verte au sein de nos propres molécules. Donc, en fait, très, très honnêtement, c'est juste un peu avant la période de complexe du confinement. J'étais un peu dubitatif sur le sujet en me disant, bon, au fond, est-ce qu'on ne va pas rester tranquille comme ça? Mais compte tenu de la demande qui n'a cessé de croître, je me suis dit, bon, là, il faut quand même qu'on réfléchisse aux choses un peu différemment. Et l'équipe qui m'entoure m'a dit, mais là, compte tenu du volume et du marché que nous avons devant nous, le terrain de jeu va plus être celui qu'on connaît. Il va être à minima européen et peut-être au-delà des frontières européennes. Donc là, je me suis bien rendu compte que les modes de financement traditionnels de la PME que j'ai transformé en petite ETI ne suffiraient pas par rapport à la taille du marché, mais aussi à l'ambition de ma propre équipe, qui a la volonté de transformer cette petite ETI en belle ETI qui compte en Europe. Donc c'est pour cette raison et c'est notre motivation aujourd'hui à venir vous voir en disant, ben voilà, on est en train de préparer l'introduction sur le marché Euronext Growth, comme vous venez de l'évoquer, selon les modalités que vous avez rappelées, je vous en remercie, pour pouvoir, je dirais, constituer une entreprise qui soit suffisamment forte sur le marché. Alors, Olivier, juste une petite question de la part de Raphaël, parce que vous dites que Bien sûr. bon, oui, vous faites de l'extraction, vous utilisez tous les végétaux, mais vous achetez aussi également donc, des matières premières à l'étranger ou et si oui, dans ces cas-là, quel est l'impact actuellement, vu donc, notamment l'augmentation du coût de ces matières premières? Alors, Raphaël, nous avons donc effectivement, nous achetons des plantes. Ça, c'est une grosse partie de nos acquisitions. Ces plantes sont généralement cultivées pas trop loin et on fait en sorte de les acheter plutôt sur le continent européen et, lorsqu'on le peut, en France ou au nord de l'Espagne. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas le même niveau d'exposition. Pour ce qui concerne les insecticides, là, la chose est un petit peu différente. Effectivement, nous sommes potentiellement sensibles à des problématiques d'importation de produits. Mais comme Raphaël, vous l'avez bien compris, la qualité de nos formulations nous permet d'avoir un niveau d'insecticide beaucoup moins important, ce qui nous permet de couvrir notre besoin à l'année. Et on a en fait un stock, et Anthony vous parlera de ça très très attentivement tout à l'heure, nous avons un stock tampon qui est assez important. Et ça nous a d'ailleurs permis de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients et de nos prospects durant l'année 2021 écoulée. On n'a eu quasiment pas de rupture de chaîne d'approvisionnement de nos clients. C'est quand même assez exceptionnel. Et ça, c'est quand même un point hyper important que j'ai à souligner, que ce soit tant pour les extraits végétaux que pour les produits contenant des biocides à visée bâtiment et hygiène publique. On va parler ensuite des résines où là, les choses ont été un petit peu plus complexes, parce que là, effectivement, on a des approvisionnements qui viennent d'un peu plus loin. Nous sommes plus connectés au marché des cours du pétrole. Et là, effectivement, c'est un peu plus délicat. Il n'en demeure pas moins qu'on prend quand même des couvertures, parce que c'est une habitude chez Verkem. Donc, je ne dis pas que tout va bien, tout n'est pas simple tous les matins pour notre service achat, je peux vous l'assurer. Il n'en demeure pas moins que nous avons couvert convenablement nos besoins au titre de l'année 2021 et nous faisons ce qu'il faut en ce moment pour que 2022 soit convenablement couvert. D'accord. Cependant, nous avons, et j'en terminerai parce que c'est vraiment un point sensible et aujourd'hui, je pense que si les marchés font le yo-yo, c'est aussi à cause de cela. Mm. Cependant, nous avons effectivement des hausses de coûts de matières premières que nous nous devons de répercuter sur le marché. Donc, nous le faisons de façon très précautionneuse par rapport à les clients qui nous sont fidèles. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, nous avons des prix de vente qui ont tendance à augmenter en ce moment à cause de certains prix de matières premières qui augmentent. Alors Merci de justement, je m'arrêter parce pense que que je m'arrête jamais. oui, non, non, mais je pense que justement, ça répond à une autre question de la part de Oui, Clément qui disait, mais du coup, vu la hausse des matières premières, quel est votre pricing power? Mais je pense que vous venez d'y répondre, puisque oui. vous avez dit que vous répercutez un petit peu, enfin, voilà, sur le prix final des produits, en fait. Oui, alors ce qu'on essaie de faire, si vous voulez, bon, alors il y a des marchés où vraiment on peut répercuter assez facilement. Par contre, Mm. on a des marchés qui sont connectés au marché de la construction. On connaît aussi la difficulté des hommes et des femmes du bâtiment qui prennent des marchés publics. Il y a des difficultés à répercuter ça parce que dès lors, c'est
le marché public a été obtenu, si tout le monde augmente de façon démesurée les choses, ben, on se retrouve avec des clients qui à un moment n'ont plus de marge. Et si on a des clients qui n'ont plus de marge, ils ne pourront plus nous payer. Donc on est des gens excessivement responsables par rapport à ça et très concernés par l'impact de nos augmentations de prix par rapport à des marchés donnés. Voilà. D'accord. Je pense que c'est important effectivement à souligner et c'est assez agréable de pouvoir échanger à ce propos parce que ce n'est pas des choses qu'on a eu l'occasion d'évoquer souvent. Ok, merci. Voilà. Alors, vous savez, quand on parle de marché du biosourcé, du bio, du végétal, ça peut être un peu bankable et c'est un peu tarte à la crème. Je suis désolé de parler aussi clairement, mais c'est quand même une réalité. Moi, je ne vais pas vous en servir à tous les étages parce qu'en fait, je trouve pas ça très correct, d'une part. Nous, notre métier, c'est d'intégrer des produits d'origine biosourcée dans certains secteurs d'application. Le marché est tellement gigantesque que je pourrais venir aujourd'hui avec Anthony vous expliquer que on va faire un truc absolument incroyable, que le marché, c'est des milliards et des milliards de dollars. Mais nous, en fait, on a été, je crois qu'on est excessivement sage et assez respectueux des investisseurs que vous allez être, et de se dire, il faut quand même qu'on puisse tenir les engagements que nous allons prendre. Alors, les marchés qui nous intéressent par rapport à l'intégration de cette chimie du biosourcé dans les produits conventionnels, bah, c'est la cosmétique. On y est depuis belle lurette, on va continuer à y être, on y investit encore massivement. Et c'est un marché qui continue à croître, et notamment sur les marchés mass market. On a de plus en plus d'acteurs qui intègrent de plus en plus de produits d'origine verte dans leurs produits. La cosmétique, par contre, est fort intéressante parce qu'en fait, le marché de la cosmétique a un niveau de maturité sur l'intégration de la chimie verte qui est énorme. Ça fait des années que le marché de la cosmétique le fait, et très clairement, cette façon de le faire nous éclaire aussi. Et ça, c'est quand même un sujet très important. Il y a un deuxième marché qui est important pour nous, qui n'est pas nouveau, mais qui prend un relief incroyable, c'est le marché de l'hygiène publique. Là, définitivement, la période du coronavirus nous a quand même rappelé qu'on avait besoin de chimie pour débactériser des endroits, pour nettoyer des choses. Enfin bon, là, on est quand même sur un marché qui est en perpétuelle évolution, avec un grand nombre d'acteurs, d'accord? Et en fait, nous, notre métier, c'est de créer des familles de molécules qui permettent d'augmenter le pouvoir de molécules de synthèse et qui évitent en fait des résistances de certaines bactéries et de certains virus. Juste pour votre info, messieurs, dames, nous avons déposé au mois de mai, si je ne m'abuse, un brevet sur l'usage d'une famille de polyphénols qui arrive à détruire le Covid-19 dans le cadre de nettoyage sur des surfaces, dures, hein, et y compris en milieu au contact alimentaire. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez important. Et ce produit commence à sortir du bois et on a de plus en plus de demandes, évidemment, fort de la publication et des publications que nous pouvons faire. Le marché de l'agroalimentaire est un marché qui va être très intéressant et très important pour nous. Nous y avons été, nous en sommes sortis pour diverses raisons, mais peu importe. Nous en sommes en train de revenir sur ce marché-là. Alors, les raisons en fait de la demande accrue de nos métiers d'extracteurs sur le marché de l'agroalimentaire, il est très simple. C'est qu'en fait, la population vit de plus en plus en milieu urbain, les gens cuisinent de moins en moins, et vous avez de moins en moins naturellement de polyphénol dans l'alimentation courante. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une demande de marché particulier, pardonnez-moi, d'industriels de l'agroalimentaire qui commencent à vouloir intégrer dans des proportions beaucoup plus importantes des polyphénols d'origine naturelle afin de combler cette carence sociétale. Ça ne vient pas d'eux, c'est simplement, en fait, on mange moins de fruits et légumes qu'on en mangeait par le passé. Voilà. C'est à cause peut-être du fait qu'on n'ait plus de potager. Le marché de la construction est un marché hyper dynamique, très important pour nous. Il est historique. Il n'est pas question qu'on perde notre leadership sur ce business. Ça fait des années que nous sommes sur ce marché. On y investit des sommes énormes. Et vous allez voir dans les slides suivants qu'on a vraiment là une chose à jouer qui est formidable. Le marché de la peinture et des vernis est un marché très, très dynamique aussi. Définitivement, là, on va continuer à être sur ce marché-là. Nous avons mis au point des résines alkydes contenant des produits d'origine biosourcée. Le marché de la peinture a toujours été très attentif à son impact sur l'environnement. Nous offrons aujourd'hui des alternatives à des résines alkydes essentiellement basées sur une technologie
issus du pétrole. Nous avons une demande très forte du marché. On a un portfolio complet aujourd'hui pouvant adresser le marché du bâtiment, du vernis, mais aussi de la peinture industrielle et de l'encre d'imprimerie avec des produits contenant un niveau très très élevé de produits d'origine biosourcée qui connaît un réel succès. Donc voilà un peu où nous en sommes aujourd'hui. Donc si on regarde le business model de notre entreprise, bah, très très schématiquement, nous intervenons sur le métier de l'extraction végétale. Alors, je pense que tous vos auditeurs aujourd'hui en ont fait un de bon matin en faisant un café ou un thé, hein, je sais pas ce qu'on voit les uns les autres, mais ben, très clairement, quand on fait un café, on extrait ben, de la caféine, une note aromatique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a dans la tête. Mais on extrait aussi plein d'autres molécules. J'ai pris une molécule un peu, qui est un peu dont le nom est barbare, mais si certains internautes peuvent aller chercher ça sur Internet, on va extraire par exemple dans du café de l'acide chlorogénique, hein, qui a plein de vertus. Hein, voilà. Bon, alors nous, notre métier, c'est d'aller chercher des molécules d'intérêt. Ça pourrait être de l'acide chlorogénique dans le café, afin, je dirais, d'avoir un niveau d'extrait très très riche en acide chlorogénique, par exemple. Alors, une fois qu'on a récupéré cette molécule d'intérêt, c'est bien joli, mais on en fait quoi? Alors, on sait à quoi ça sert, mais on ne sait pas forcément la formuler. Et là, en fait, la dualité de notre savoir-faire intervient. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable d'accompagner notre marché, à l'aider à formuler de façon astucieuse pour avoir une formule qui soit excessivement équilibrée. Et par là même, nous allons aussi, par rapport à cela, apporter tout un savoir-faire et une kyrielle de choses sur les aspects réglementaires. Parce que comme je vous l'avais indiqué, c'est pas parce que vous avez un produit absolument génial que vous aurez le droit de le vendre demain. Ça, c'est une vue de l'esprit. Si vous n'avez pas les homologations et les autorisations de vendre quelque chose, eh bien, en fait, le sujet est clos. Ce n'était qu'un doux rêve. Donc ça, c'est vraiment un point différenciant pour Berchem. Le deuxième grand métier du groupe Berchem, c'est le métier de la formulation, dont j'ai un peu dévoilé les choses à l'instant. Donc là, ben, très clairement, nous travaillons avec une marque et un nom de société d'ailleurs qui s'appelle Adcalis, où là, nous développons toute une gamme de produits contenant un très haut niveau de produits d'origine biosourcée pour les marchés essentiellement du traitement du bois. Donc là, on couvre absolument toute la filière, de la forêt à la troisième transformation. Hein. On est un acteur qui intervient auprès des gens qui fabriquent des bois, pardonnez-moi, des panneaux et des panneaux de particules. Donc on couvre vraiment toute la chaîne. Mais nous intervenons aussi chez Adcali sur le business de l'hygiène publique, c'est-à-dire comme je l'évoquais avec vous, des gens qui viennent à votre domicile pour faire en sorte d'enlever des agents pathogènes que vous pouvez avoir dans des locaux recevant du public, dans des locaux de restaurants, mais aussi peut-être même à votre domicile lorsque vous avez des ennuis particuliers avec des champignons, insectes ou agents microbiens divers et variés. L'autre business, c'est le marché de la résine alkyd pour peinture et vernis que j'ai évoqué avec vous. Donc, nous avons acquis la société Lixol qui se trouve à Arcachon. Hein, et cette société, en fait, fabrique des résines alkydes à base à l'origine de pin des Landes. Bon, les choses ont beaucoup évolué depuis parce que, en fait, on a moins de résiniers, hélas, dans notre pays qu'on en a eu par le passé. Mais avec un vrai savoir-faire, une histoire assez forte. Et aujourd'hui, notre objectif, si vous voulez, par rapport à ça, c'est qu'on avait un véritable pari qui s'offrait à nous. C'est qu'on s'est rendu compte qu'au fond, les résines alkydes, bah, il y avait 2 tiers des résines alkydes consommées en France qui étaient importées en France. On s'est dit quand même, il y a quand même une possibilité de récupérer des parts de marché importantes de résines alkydes. Et l'autre enjeu qui est le nôtre, c'est de faire en sorte d'offrir au marché des résines alkydes d'origine biosourcée afin d'accompagner les industriels de la peinture, de l'encre d'imprimerie et de la peinture industrielle à biosourcer ou introduire un peu plus de produits biosourcés dans leur formule. Voilà en gros nos différentes activités. Alors, Olivier, si je peux me permettre 2 secondes, Oui, je vous en prie. parce que les questions ici elles fusent, alors je vais essayer de regrouper un Super. tout petit peu. Alors, par rapport à la slide l'antépénultième, vous avez montré un petit peu Oui, dans quel secteur d'activité étaient oui. utilisés donc, vos produits. Est-ce que vous pourriez simplement comme ça citer le nom de quelques gros clients que vous avez? Deuxièmement, est-ce que vous avez des vues sur sur le marché pharmaceutique qui est gros utilisateur de biocides et pourquoi pas donc du coup concurrencer Agnos? Alors attendez, j'ai un Et problème, c'est que je vous entends plus. Je troisièmement, vous entends plus, je vous entends plus. ah, allô, vous m'entendez?
On a eu une petite difficulté de connexion qui va se Ah, soigner immédiatement, j'en suis certain. allô, allô, un, deux, est-ce que vous Ouais, ouais. m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, 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 nous on vous entend. Alors, c'est super. Je n'ai pas entendu vos questions. Alors, la première, c'était sur cette slide-là. Est-ce que vous auriez simplement le nom de quelques gros clients avec, enfin, de vos clients? Ça, c'est pour répondre à Rome. Deuxième question, est-ce que vous avez des vues sur le marché pharmaceutique qui est gros utilisateur de biocides et pourquoi pas donc concurrencer Anios, une société qui s'appelle Anios, du coup, que vous connaissez, moi non, mais vous devez connaître. Et la Oui, dernière très bien. question, il y a des marchés assez sophistiqués avec forte valeur ajoutée comme par exemple, les matériaux isolants, etc., conducteurs, voire des biocatalyseurs. Est-ce que vous avez des vues aussi là-dessus? Voilà, ça c'est pour répondre à Dominique. Dominique. Alors, je vais commencer par la question de Rome et ma question et ma réponse va le frustrer. C'est qu'en fait, je ne peux pas discloser des noms de nos clients compte tenu du fait que nous avons instruit un dossier et en fait, la totalité de ces éléments sont dans le document de l'AMF et je serai très en peine et très ennuyé de vous donner des noms qui ne sont pas dans la brochure de l'AMF. Donc, je vous encourage à aller lire le document de l'AMF. Mais ayez en tête, cher Rome, que en fait, pour ce qui concerne la cosmétique, on fournit la plupart des grands acteurs de la cosmétique français. Ça vous donne une Voilà. idée. OK. Ok. Pour ce qui concerne l'agroalimentaire, il y a des grands de l'agroalimentaire. Sur les très grands, on en fournit déjà deux. Ça vous donne une autre idée. Voilà. Bon. Donc ça, c'est les réponses que je peux formuler à Rome. Rome, je suis désolé. On se retrouvera, je suis sûr qu'on arrivera à se refaire inviter et on rentrera plus dans le détail à ce moment-là. Non, mais je montrerai tout à l'heure la notice AMF, comme ça, elle pourra aller regarder s'il a envie. C'est très aimable, merci à vous. Alors, pour la question très très pertinente à propos d'Agnos, nous ne sommes pas concurrents d'Agnos. Nous, on va pouvoir peut-être être fournisseur d'Agnos et on va être capable d'amener à Agnos peut-être des produits d'origine biosourcée qu'il va introduire dans ses produits. Nous, notre métier, ce ne sont pas de faire des produits finis. Et Agnos est une entreprise absolument incroyable qui se trouve dans la région de Lille, si je ne m'abuse. Et heureusement qu'on a eu une entreprise comme celle-ci au moment du coronavirus, puisqu'en fait, Agnos est un des grands acteurs du gel hydroalcoolique. Nous avons mis au point un produit qui aura la même fonction qu'un gel hydroalcoolique sans mettre autant d'alcool. Donc, c'est quand même un point qui n'est pas inintéressant. Et Mhm. définitivement, ce sont des gens que nous aurions plaisir à fournir. Alors, ensuite, la question de Dominique est excessivement pertinente. Toutes les trois questions étaient excessivement pertinentes. C'est un peu vexant ce que je dis, mais la question de Dominique est particulièrement pertinente. Alors, oui, Dominique, nos produits peuvent se trouver dans des isolants. Oui, Dominique, nos produits peuvent être potentiellement dans des biocatalyseurs. C'est une technologie qui est très, très complexe, mais nous pourrions imaginer que nos produits soient dans cette typologie de produits. Parce que, effectivement, ces produits-là ont besoin d'intrants chimiques de synthèse importants et il n'en demeure pas moins que nous avons peut-être des solutions pour diminuer la dose de chimie d'origine de synthèse, mais on ne l'éradiquera pas pour autant. Notre entreprise n'est pas une entreprise qui oppose des technologies. On fait toujours en sorte de faire des alliances. Vous voyez, quand on parle d'Alios, on ne va pas expliquer qu'on va faire en sorte qu'ils utilisent plus de chimie. Déjà, d'ailleurs, ils ont une gamme de produits d'origine végétale, mais on peut les aider et on peut accompagner Alios sur des composés d'origine végétale. C'est J'espère que complémentaire. j'ai répondu. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, quand on regarde, si vous voulez, la situation de notre fameuse chimie, là c'est pour rebondir sur les observations de Dominique, nous, nos molécules de chimie, en fait, on va les intégrer dans des spécialités d'origine biosourcée. Et l'objectif, en fait, c'est petit à petit d'accompagner cette industrie, cette industrie et cette chimie conventionnelle vers une chimie contenant un peu plus d'intrants d'origine végétale. Voilà en gros ce que je voulais évoquer avec vous. Alors,
par rapport au Ah, périmètre que il y nous a des, souhaitons être bon, vous l'avez bien compris, hein, ça marche pas? il y a des C'est bon? petits, non, il y a des micro-coupures de son, ouais, il y a des micro-coupures de son. Ok, alors attendez, on va essayer de trouver une autre solution. Désolé. Alors, pendant qu'il y a des micro-coupures, je vais profiter de cette micro-coupure pour Allez-y. poser du coup à Anthony, mais je pense qu'il répondra tout à l'heure, quelle est la part de l'international et est-ce que vous souhaitez l'augmenter? Quel est un petit peu votre axe d'exposition justement à l'international? Même si Olivier en a parlé un tout petit peu tout à l'heure en début de présentation, donc je pense que vous en parlerez un tout petit peu. Voilà, voilà. Ah oui, autre question aussi qui a été posée au tout début, et du coup, je ne l'ai pas encore posée, mais qu'est-ce qui vous différencie avec le groupe Robertet, par exemple? Voilà. Donc ça, c'était aussi pour une des mêmes personnes qui a posé plein de questions pertinentes depuis tout à l'heure. Donc voilà, la part à l'international, mais je pense que vous en parlerez après. Et puis Robertet, voilà, est-ce que vous êtes vraiment concurrent? Qu'est-ce qui vous différencie un petit peu? Voilà, donc j'ai profité de cette micro-coupure pour vous poser deux, trois questions. D'accord. Alors, alors, je vais vous répondre aux questions que j'ai entendues et c'était la fin qui me concerne peut-être plus. Non, nous ne sommes pas un concurrent de Robertet. Robertet est un grand acteur de l'extraction végétale. L'une des activités importantes de Robertet, c'est aussi de faire des notes aromatiques. Nous fabriquons en sous-traitance des notes aromatiques pour un certain nombre d'aromaticiens dont je me dois de taire le nom, mais nous ne sommes pas concurrents de Robertet. Donc ça, c'est la dernière question que j'ai entendue. Les autres peuvent peut-être plus concerner Anthony. Oui. Oui, alors d'accord. Alors, je vais Alors, complémenter. concernant votre question pour l'international, aujourd'hui, on fait un petit peu moins de 30% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et à cela, il faut qu'on rajoute 5% que l'on fait dans les dom-toms parce que nous travaillons beaucoup dans les dom-toms et notre part de chiffre d'affaires dans les dom-toms ne cesse de croître. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, ça ne l'est pas suffisant. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons un IPO. Alors, euh, deuxième point, notre part de chiffre d'affaires à l'international ne cesse de grossir. Pourquoi? Olivier vous expliquera tout à l'heure, mais nous avons et nous investissons chaque année énormément en recherche et développement et sur les aspects réglementaires, entre 3,5 et 4 millions d'euros par an, afin d'augmenter le nombre d'autorisations de mise sur le marché. Ces autorisations de mise sur le marché qui nous permettent donc d'aller dans de nouvelles zones géographiques, notamment en Europe. Et par définition, à partir du moment où on obtient de plus en plus d'autorisations de mise sur le marché, notre part de chiffre d'affaires et notre croissance à l'international se développe fortement. J'en ai pour preuve la société qui s'appelle Adcali chez nous, qui vend des biocides d'origine biosourcée, avec le nombre d'autorisations croissant qu'elle a eu cette année, son chiffre d'affaires à fin septembre a augmenté de 38% par rapport au 30 septembre de l'année précédente. Dernier point, pourquoi nous faisons cet IPO? Et Olivier vous l'expliquera, c'est notamment pour accélérer l'internationalisation du groupe dans les prochaines années. Il faut savoir que sur certains de nos métiers, on a aujourd'hui à peu près 90% de part de marché en France. Donc, si on veut croître, il faut absolument qu'on accélère l'international. Et c'est plutôt États-Unis, enfin continent américain, c'est plutôt vers les pays, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour répondre toujours à Rome. Là, il me disait, mais avec quel pays international, quel pays visez-vous, entre guillemets? D'accord. Bah, Rob, merci beaucoup de votre question. Vous allez comprendre pourquoi c'est plutôt l'Europe. Hein, et on va vous expliquer ça. Donc, en fait, par rapport à notre infrastructure, si vous voulez, aujourd'hui, quoi qu'on va répondre tout de suite à Rome, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, en fait, si vous voulez, ce que j'évoquais avec vous juste avant, on ne peut pas, si vous voulez, prétendre vendre une molécule ou une formule si cette molécule n'est pas homologuée. Alors, dans notre cas, si vous voulez, on sait que c'est un processus qui est plutôt long et assez complexe. Et c'est une véritable barrière à l'entrée, donc on en a franchi un certain nombre. Et Mhm. aujourd'hui, si vous voulez, pour pouvoir atteindre, je dirais, la possibilité de vendre à nos produits, ben, il faut qu'on fasse des autorisations de mise sur le marché, un petit peu comme un médicament. Donc ça, c'est vraiment un des points qui est assez important. Aujourd'hui, la situation qui est la nôtre est la suivante. Hein. Nous sommes présents
dans un grand nombre de pays européens, tout simplement parce que dès lors que nous avons mis au point nos produits, que nous en avons obtenu des homologations, notamment en France, hein, vous voyez sur la présentation, c'est la majeure partie des endroits où nous avons des autorisations mises sur le marché, eh bien, on a commencé à s'intéresser, enfin, nous avons continué à nous intéresser, mais de façon un peu différente, à l'export. Et évidemment, nous sommes européens, nous évoluons dans un marché européen, et mon ambition d'être une ETI, ben, c'est pas forcé d'aller très très loin. Déjà, le marché européen, c'est un marché potentiel qui est colossal, donc on va se déjà occuper de choses qu'on pouvait avoir à côté de la maison. Et définitivement, on s'est lancé à l'aventure, je dirais, de l'export européen. Donc en fait, aujourd'hui, notre ambition est de pouvoir aller sur ces marchés, je dirais, en Europe. Et définitivement, là, nous avons une place à jouer, puisqu'en fait, on n'est pas très nombreux finalement à pouvoir avoir un portfolio aussi important d'autorisation de mise sur le marché. Il n'en demeure pas moins nous avons aussi quelques molécules inscrites à la liste des biopesticides au ministère de l'Agriculture à Washington. Alors, je ne vous cache pas qu'on a eu quand même quelques difficultés aux États-Unis ces derniers temps. Les choses ont l'air de se détendre. Donc, enfin, quoique, les informations de ce matin ne sont pas très optimistes, mais apparemment, on va pouvoir un peu plus voyager pour la partie nord-américaine. Et la logique voudrait que nous puissions là réouvrir nos dossiers sur le marché nord-américain. Un marché très dynamique qu'il ne faut pas négliger, c'est le marché de l'Asie du Sud-Est, où nous avons fait beaucoup de choses, notamment avec la faculté de Kuala Lumpur, avec qui on a des très très bons rapports sur l'hygiène publique, puisqu'en fait c'est une zone, vous savez, nous on est très ennuyés avec le coronavirus, enfin, vous le savez tous, hein, on vit ça au quotidien, mais ce sont des zones où ils ont d'autres sujets en termes pandémiques, qui sont la prolifération de choses à travers les moustiques et des insectes volants, où là, vraiment, il y a des choses qui sont tout à fait importantes et sur lesquelles nous travaillons ardemment. Si vous me permettez, j'ai oublié de traiter une question qui a été posée et je voudrais revenir dessus. On nous a parlé pourquoi on n'est pas dans le marché de la pharmacie. Oui. Et j'ai oublié de répondre à cette question et je prie de m'en excuser. Alors, on n'est pas dans le marché de la pharmacie et nous n'y serons pas, puisqu'en fait, le marché de la pharmacie est un marché très réglementé et nous avons à obtenir des autorisations de mise sur le marché, mais de type médicament. Alors, on a effectivement des insecticides et des antifongiques à visée médicale. C'est un monde qu'on a un peu connu chez Derkem, qu'on ne connaît plus beaucoup. Et compte tenu du volume et du business qu'on a devant nous, on ne souhaite pas se disperser et on n'a pas pour l'heure l'intention d'aller en pharmacie. Au demeurant, si dans nos auditeurs aujourd'hui, on a des responsables de laboratoires pharmaceutiques qui voudraient valoriser nos technologies, on est tout à fait enclin à imaginer de faire un partenariat, mais on ne sera pas acteur number one sur le marché de la pharmacie dans un avenir proche. Voilà, j'avais oublié de répondre à cette question. Merci, ok. Alors, je vais laisser la parole à Anthony, parce que je vois que l'heure tourne, qui va vous parler des chiffres. Oui. Mais je voulais juste quand même évoquer deux points. Donc, en fait, l'entreprise qui souhaite être cotée demain est une entreprise industrielle hein, qui a son savoir-faire. Nous avons des usines. Hein. Nous avons 3 usines en France, une à Chartres, une à Bergerac et une à côté d'Arcachon à la Teste. Hein. Voilà, Ouais. donc c'est quand même un point important. Donc, on n'est pas une biotech, on ne vient pas en bourse parce qu'on rêve j'irai d'usine, on est industriel, on sait faire fonctionner ça. Sachez quand même qu'on a une chaîne de valeur entièrement intégrée. Hein. On sait acheter des plantes, on sait acheter des matières premières, on a un service réglementaire et R&D important. Nous sommes ISO 9001 depuis très longtemps. Nous avons pas mal de choses en ISO qui sont dans la maison et nous avons notre propre service commercial intégré qui nous permet en fait d'avoir un véritable feedback de l'entreprise. En termes de gouvernance, très rapidement, je me suis entouré d'un conseil d'administration un peu européen, avec Thierry Lambert, qui est peut-être connu d'un certain nombre d'auditeurs, qui est ancien PDG et ancien directeur financier et PDG de Naturex, qui nous accompagne au sein du conseil d'administration et on est très heureux de l'avoir avec nous. Michael Wood, qui est un Anglais
qui était dans le pôle de la R&D de Rentokil en Angleterre, qui aujourd'hui est le responsable des affaires liées à la sécurité alimentaire du groupe Tesco en Angleterre, Bert Schütters qui intervient à nos côtés sur les aspects de la réglementation des compléments nutritionnels, et Alessandro Basselli en Italie, qui lui nous amène toute son expertise en tant qu'ancien responsable d'export des chaussures Tod's. Pour finir, mon fils Stanislas, qui vit à nos côtés dans cette belle aventure. Voilà, je vais finir avant de passer la parole sur les aspects financiers à Anthony. Nous avons un très beau engagement RSE qui est, je dirais, sanctionné par une note de 73 sur 100. Ce n'est pas le résultat d'un effort énorme, ce n'est que le résultat de ce qu'on est. Et ce que je voulais exprimer auprès de vous, c'est que les investisseurs qui viendront dans notre entreprise peuvent être absolument certains qu'on peut être chimiste, avoir des sites Céveso et être très respectueux de son environnement, de l'environnement et des hommes qui sont dans l'entreprise. C'est le cas, c'est mon ADN et ça ne changera pas. Alors, il y a juste deux questions avant de laisser la parole à Anthony. La Oui. première, quel est votre nombre d'employés? Est-ce qu'il y a une augmentation prévue de la masse salariale? Et la deuxième, vu tout ce que le groupe, apparemment, vous avez développé vos capacités de sourcing parce que il y a, à cause notamment du changement climatique, avec justement ces tempêtes, etc., la destruction de la flore. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez juste répondre à ces deux petites questions? 165 salariés, 150 dans le film que vous verrez, 15 embauches en l'espace de 9 mois, et je suis très heureux. Et j'espère que ma masse salariale va augmenter. Parce que D'accord. l'objectif d'une entreprise, c'est de générer du profit, Bien mais c'est sûr. de générer une richesse à travers l'emploi qu'on fait. Et c'est la plus grande fierté du dirigeant que je suis, c'est d'avoir été capable d'embaucher des gens et de faire en sorte qu'ils soient heureux au point qu'ils restent chez nous. Ça, c'est un point important. Par ailleurs, nous avons un vrai engagement que d'avoir des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de gens qui peuvent être aussi en reconversion professionnelle. Et voilà des gens que nous accompagnons dans le cadre d'apprentissage ou de contrat en alternance. C'est un engagement que j'ai toujours eu, que j'ai toujours pris. J'ai passé un petit morceau de ma vie en Allemagne où j'ai été aussi étudiant et heureusement pendant un an, j'ai appris plein de choses dans une entreprise qui savait intégrer des jeunes et c'est une forme de reconnaissance de ma part par rapport à cet héritage qu'on m'a laissé et je suis très heureux de dire que j'espère que notre masse salariale va augmenter. D'accord. Alors, les aspects financiers, je laisse la parole bien volontiers à Anthony. Merci Olivier. Alors, nous, on vient devant vous aujourd'hui, on existe depuis longtemps et on fait déjà du chiffre d'affaires et on a déjà un niveau de rentabilité assez fort. Alors, en 2020, il y a eu la pandémie. Malgré la pandémie, on a quand même connu une croissance organique assez soutenue du chiffre d'affaires, mais surtout de la rentabilité. On voit que le bilan a progressé de 40%. On est passé d'une marge de bilan de 16% à 19%, ce qui, au niveau de l'industrie, est un très bon niveau. Et en 2021, notre croissance organique s'est poursuivie puisque à la fin du premier semestre, notre chiffre d'affaires et notre EBITDA ont tous les deux progressé de plus de 25%. À fin septembre, on était à un chiffre d'affaires de 36,2 millions d'euros contre un tout petit peu plus de 30 millions d'euros au 30 septembre 2020. Si on prend les 10 dernières années, on voit que le groupe a progressé en moyenne de 12% par an de son chiffre d'affaires et son EBE de 25% par an. Alors, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi notre BE progresse plus vite que notre chiffre d'affaires. Il faut savoir que ces progressions sont le résultat à la fois donc, de croissance organique et de la bonne intégration de croissance externe qu'on a pu réaliser, notamment sur la période 2017 à 2018. Si on prend notre premier semestre 2021, donc notre BE est passé de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2019 à 4,3 millions d'euros au premier semestre 2020 et 5,5 millions d'euros au premier semestre 2021. Il faut savoir que les croissances externes qu'on a pu réaliser, la première chose qu'on a fait, c'est d'investir massivement dans ces sociétés. Alors, on n'a pas fait uniquement des investissements industriels, on a fait beaucoup d'investissements au niveau de la recherche et développement et des équipes commerciales. On est allé recruter de nouveaux commerciaux afin de préparer la croissance organique de demain. On va prendre des exemples concrets. La société Lixol qu'on a rachetée en 2016, décembre 2016, qui faisait un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on ambitionne de passer à 15 millions d'euros,
La première chose qu'on a fait, c'est de mettre 4 personnes à la recherche et développement et 3 personnes au commerce qu'il n'y avait pas avant. On a passé cette société des modes de production simple 8 à 3-8, puis 5-8 l'année prochaine. Le résultat, c'est qu'au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de cette société avait progressé de 50% par rapport au premier semestre de l'année 2020. Il en est de même de la société Lixol qu'on a rachetée en 2018. Cette société était un peu moins de 800 000 euros quand on l'a rachetée. Elle va faire 1,5 million cette année. C'est une société dans laquelle on a investi 1,3 million d'euros fin 2019 afin d'accroître les capacités de production. Donc, il faut savoir que le groupe investit chaque année entre 3,5 et 4 millions d'euros en recherche et développement et on investit à peu près 5% de notre chiffre d'affaires dans notre outil industriel. Et le résultat de l'ensemble de ces investissements, c'est la croissance organique que vous avez aujourd'hui. Alors, je vous disais tout à l'heure, on observe que le groupe connaît une croissance de son EBE qui est supérieure à celle de son chiffre d'affaires. Et ça vient de notre structure de coûts. On a une structure de coûts fixes et une valeur ajoutée qui est assez importante dans l'ensemble de nos métiers. Quand on fait l'extraction végétale, on a un taux de marge brute qui est à peu près de 80% et on a un taux de marge brute sur le pôle formulation qui est aux alentours de 60%. Donc vous comprendrez bien qu'à partir du moment où on dépasse un certain niveau de point mort, on a une transformation du chiffre d'affaires en EBE qui est assez importante. On appelle ça donc le leverage opérationnel. Et c'est pour ça qu'on ambitionne de passer d'un taux de BE de 19% l'année dernière à 25% en 2024 avec la croissance de chiffre d'affaires organique que l'on va faire. Et il faut savoir que par rapport à notre objectif de faire 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, l'ensemble des investissements importants qui ont déjà été faits dans le passé, alors on continuera d'investir chaque année en recherche et développement et un petit peu au niveau de notre outil industriel, mais on n'a pas besoin de faire des efforts significatifs supplémentaires pour arriver à cet objectif de croissance organique. Concernant notre structure financière, c'est la structure financière d'un groupe qui est resté autonome d'un point de vue capitalistique. Il y a un actionnaire unique, c'est Olivier Failly. On s'est financé en utilisant une dette senior auprès d'un pool bancaire et on a levé les obligations convertibles en 2016 pour financer notre croissance externe. Concernant notre besoin en fonds de roulement, il correspond à peu près à 3 mois de chiffre d'affaires. Alors, on vous disait tout à l'heure, nous, on a des stocks qui correspondent à peu près entre 1,5 et 2 mois de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très important parce que faut savoir que cette année, alors qu'on parle beaucoup de pénurie de matières premières chez nos compétiteurs, chez nos clients ou chez nos fournisseurs, nous, on a pu honorer l'ensemble des commandes de nos clients. Concernant notre poste de client, il est financé en utilisant un contrat d'affacturage confidentiel. Alors, on ne cède pas la totalité de notre poste client, mais encore de la marge de manœuvre, puisqu'en moyenne, on cède entre 50 et 60% de notre poste client. Alors, juste une petite question, Oui. Anthony. Est-ce que des acquisitions extérieures sont prévues, notamment à l'étranger? Alors, je vais laisser Olivier justement répondre à cette question parce que ça fait partie des use of proceeds de l'opération. Merci. Alors, par rapport à cette question tout à fait pertinente, oui, on a la volonté de mener à bien des opérations de croissance externe et je pense que ce qu'on veut faire, et je pense que c'est un point hyper important, c'est les piliers de notre croissance organique demeureront les suivants. On veut continuer à innover en produits, on veut continuer à allouer de façon tout à fait optimale notre comment dirais-je, nos ressources pour pouvoir augmenter nos marges. Mhm. On a toujours la volonté d'avoir un développement client qui est tout à fait important. Donc là, on est vraiment dans cette situation fort intéressante. Là où les choses sont quand même à évoquer, c'est sur l'utilisation des fonds pour stimuler cette croissance. Très clairement, on a une croissance organique que je viens d'évoquer avec vous. Nous avons la volonté de mener à bien des opérations et d'acquisition potentielles. Oui, elles sont à l'étranger. Ce sont vraiment des points hyper importants pour nous, puisqu'en fait, pour pouvoir maximiser les investissements que nous avons pu faire à propos des opérations de croissance externe que nous avons menées, il est évident que nous devons être à côté de nos marchés et auprès de ces derniers. Donc en fait, oui, nous avons la volonté de mener à bien les opérations de croissance externe. Alors essentiellement dans le nord de l'Europe, les Pays-Bas, tout la Scandinavie pourraient être fort intéressants pour nous, mais aussi la péninsule ibérique qui est une zone géographique
où définitivement, on a des choses fort intéressantes à faire à cet endroit-là. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport aux projets de croissance externe qui sont les nôtres. Alors, une dernière petite question pour l'instant aussi. Je vous en prie. Quelle part de valorisation de la société, donc, mettez-vous en bourse, entre guillemets? Quelle part? Alors, ça, c'est la réponse, c'est une Excusez-moi, question mais de là, on ne peut Dominique. pas, Oui, on peut pas répondre à ce type de questions, et vous le savez bien. Euh, donc, voilà. voilà. On ne peut pas disposer de ce type d'informations. D'accord, pas de problème. Donc, Dominique, voilà. Hop. Non, non, et en fait, il parlait de part de capitalisation, en fait. Quand vous dites la part de capitalisation, alors, les informations qui sont publiques, c'est que la valorisation pré-monnaie de la société Berkem se situe entre 110 et 130 millions d'euros. Est-ce que c'est D'accord. la question qui est posée? Je pense que c'est ça. D'accord. Donc, la réponse, c'est la valorisation pré-monnaie du groupe Berkem, est entre 110 et 130 millions d'euros. C'est la fourchette de prix qui est indiquée. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ah, non, Dominique disait juste, non, quelle part d'actionnariat? Vous voyez, donc il a changé un petit peu. Donc, je réponds, mais je vais redonner la même question. On ne peut pas donner de réponse, puisque ça va bien sûr, euh, on saura à la fin, mais sachez Oui, que donc Olivier Failly restera très largement majoritaire, puisque c'est sa volonté de départ. d'accord. Alors, pour répondre à Dominique, quand vous allez voir sur le site de l'AMF, et notamment la notice d'introduction, vous avez différents scénarios en fonction du résultat de l'OPO, et vous pouvez donc voir quelle part d'actionnariat aura tel ou tel actionnaire. C'est marqué, il y a différents scénarios dans la notice de l'AMF. Hein. Donc, Voilà. on sera entre 28 et 32% en fonction des différents scénarios. Voilà, voilà, hein, voilà. Donc, je vous laisse continuer. Donc, concernant la question au sujet des croissances externes, ben oui, on ambitionne de faire des opérations de croissance externe. Ce sera plutôt à l'international. Donc, on a mis une guidance de passer en organique de 40 millions d'euros l'année dernière à 65 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de EBITDA qui progresse à 25% du fait du leverage opérationnel. Mm. Et avec une croissance externe, on ambitionne d'arriver plutôt aux alentours de 85 millions d'euros. Il faut savoir que traditionnellement, on n'a jamais fait des opérations de croissance externe d'envergure qui puissent mettre à mal la structure financière et l'équilibre financier du groupe. On ne veut pas prendre de risques qui soient inconsidérés. Donc voilà, on est plutôt assez précautionneux dans nos acquisitions et on a plutôt des stratégies d'acquisition sur des sociétés qui possèdent un fort effet de levier pour nous, c'est-à-dire qui ont une marge de progression assez importante. D'accord. Voilà. Alors, je vois que l'heure tourne. Euh, est-ce que déjà il y a d'autres questions ou pas de la part des participants? Non, pas pour l'instant. OK. Est-ce que pour l'instant. Ah, Olivier est reparti. Il y a des problèmes de. On a un problème donc je vais laisser. Avec moi, je vais laisser. Ah, je vois qu'il y a un petit problème de communication. Ouais. Un, un Je peu. pense que vous m'entendez. Voilà, ça Là, va. c'est bien. Je suis tout à fait désolé de ces problèmes de connexion, mais s'il n'y a plus de questions, je voulais simplement, et si vous me permettez cette conclusion par rapport à notre projet, je voulais vraiment que les investisseurs qui veulent venir à nos côtés, moi, je suis toujours été très respectueux de l'argent qu'on me confiait et on est très, très prudent sur les business plans qui ont été présentés. C'est volontaire de ma part. Nous ne sommes pas là pour faire un coup, on est là vraiment pour s'inscrire dans la durée. Vous l'avez bien compris, le marché qui s'offre à nous est un marché qui est absolument gigantesque. On est sage,
on veut bien faire les choses proprement et dans la durée. C'est vraiment un des points que je voulais aborder. Nous sommes des gens très sérieux, hein. On a d'ailleurs des notations RSE, parce que c'est un sujet important en ce moment pour un investisseur. Et vraiment, je puis vous assurer que investir à nos côtés sera un signe fort aussi, puisqu'en fait, mon ambition, c'est de participer à la création et continuer à transformer cette belle ETI, enfin cette petite ETI en très belle ETI européenne. Et je pense qu'on ne cesse de nous rabattre les oreilles en permanence qu'on n'en a pas suffisamment. Alors, si vous voulez, c'est le moment de venir avec nous pour le faire et transformer Berkem en belle ETI européenne. Voilà ce que je voulais dire et c'était probablement mon mot de la fin. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bon, déjà, Anthony, Olivier, merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la main de juste 30 secondes pour montrer aux participants. Voilà, donc je reprends le rôle d'animateur. Voilà. Je vais partager mon écran du coup. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est sur le site de Bourse Direct. Pour réserver vos titres, c'est pas compliqué. Voilà. Donc pour présent, voilà, il suffit d'aller dans Outils et services, dans Mes comptes ici. Dans Mes comptes, il y a marqué Introduction en bourse. Et quand on clique sur Introduction en bourse, il suffit simplement d'aller sélectionner donc le groupe Berkem, Mnémonique Alkem. Ça, c'est le code ISIN. C'est un petit peu le numéro de sécurité sociale du titre. Donc, c'est une offre à prix ouvert de 8,49 à 10,03 €. Vous avez jusqu'au 2 décembre inclus 20 heures pour réserver vos titres. Attention, c'est du comptant, c'est du cash, donc il faut avoir de l'argent, bien évidemment, sur son compte. C'est une valeur éligible, c'est marqué là au PEA, PEA, PME. Le 3 décembre, il y aura donc le résultat de l'opération. Le 7 décembre, le règlement livraison et le titre comptera à partir du 8. Bien évidemment, il faut cliquer sur reconnaître avoir pris les conditions de l'opération et vous pouvez télécharger la notice réglementaire AMF que j'ai déjà fait et vous pouvez voir ici donc tout ce qui se passe un petit peu. C'est le résumé du document d'introduction, donc qui fait 58 pages, avec tous les éléments, que ce soit au niveau de la société, au niveau de l'opération. Voilà. Juste un tout petit détail, lorsque vous passez un ordre sur une introduction comme ça, vous avez deux types d'ordres, entre guillemets. Il y a les fractions A1 et A2. A1, c'est de 1 jusqu'à 250 titres inclus. A2, c'est au-delà. Simplement, pour être un peu pédagogique, je vous explique ce que c'est. Non, de toute façon, tu es en ligne ton truc. Voilà, je vous explique un tout petit peu que c'est si un client veut passer 150 titres, un client qui veut passer 300 titres, un client qui veut en acheter 1000, de toute façon, il y a ce qu'on appelle des ordres prioritaires jusqu'à 250 inclus. Au revoir. Et donc, et À donc bientôt. ensuite, jusqu'à A2, c'est au-delà. Donc, il y aura 750 titres en A2 et 250 en A1. Il est possible que si la société est beaucoup, entre guillemets, d'appétence, il y a beaucoup d'appétence de la part des investisseurs, il est possible que les ordres A2 soient réduits. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'exemple de réduit à 90%. Donc ça veut dire que les personnes qui avaient passé, admettons, 1000 titres à l'achat, ils auront 250 en A1, mais ils auront uniquement 75 titres en A2. Donc ils auront au total 275 titres. Voilà. Alors, ce n'est pas à vous de le calculer, bien évidemment. C'est Bourse Direct qui le fera, d'accord. Mais c'est pour vous expliquer un tout petit peu la différence entre ces A1 et ces A2. C'est afin que personne ne soit lésé. Mais tout le monde a automatiquement minimum 250 titres, bien évidemment, si vous en voulez au-delà. Si vous en voulez moins, bien évidemment, vous serez prioritaire. Voilà, donc monsieur Olivier Failly, Anthony Labrunias ont un carnet très très chargé. C'est vraiment la dernière ligne droite de leur roadshow, de leur voilà, pour expliquer un petit peu la société. Bien évidemment, donc ils ont dû bien évidemment partir et s'absenter pour aller sûrement faire d'autres interviews ailleurs. Alors, j'ai enregistré le webinaire, donc je pense qu'il sera prochainement sur notre site YouTube. Il y a également une vidéo de la société. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter ce webinaire de la société. Donc, Berkem, je vous rappelle, vous avez jusqu'au 2 décembre, 20 h, si vous avez envie de participer.
tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi et vous donne rendez-vous très très prochainement donc pour d'autres interventions, soit pour Bourse Direct, soit bien sûr pour nos amis sociétés qui vont s'introduire en bourse. À bientôt.